Bien, si tout le monde est installé, nous allons pouvoir reprendre pour le dernier set de cette journée et de ce colloque. Alors, le prochain intervenant est Tony Fogacci, professeur à l'Université de Corse, anthropologue, spécialiste des traditions populaires, du patrimoine matériel, du lexique et des toponymies de la forêt, actuellement, si je ne me trompe pas. Il est engagé sur de nombreux projets de recherche. Et donc, il va nous parler du sujet très grave, se protéger contre le mauvais œil. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont partis avec aujourd'hui. Les objets apotropaïques. En disant ça, c'est moi qui me le mets. Non. À la tête, Tony. 20 minutes, il est 4h15. Je te ferai signe à mi-parcours. Comme ça, tu as le temps. À mi-parcours, 20 minutes, donc... à 10 minutes, je fais signe. Parce que si je te fais signe à 3 minutes, ça ne sert à rien. Il restera encore 20 minutes. Voilà, c'est parti. Pas de négociation. Bon, ringrazio Fabien Landron e Davia Benedetta per l'organizzazione di questo colloquio. Ringrazio a l'UMR, Lisa, di noi, la sua direzione, Eugène. Ringrazio la direzione dell'università per questo bello colloquio. Dunque, allora, ça s'appelle, bon, on va dire en français, si chiama se protéger contre le mauvais œil, les objets apotropaïques, c'est souvent un peu difficile à prononcer, apotropaïques. Alors, je vous propose 4 développements, 4 fils. Alors, je vous propose des choses, je vais peut-être un peu aussi éliminer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et donc, comme j'avais déjà préparé avant, il y aura des redites. Alors, en Corse, a sorte, le destin, mais on a aussi d'autres mots, destina, fortuna, ou vatto. Autant de termes pour désigner l'idéologie cyclique qui va fonder notre conception du monde. Alors ça renvoie un peu à une idée de cycle éternel liant naissance, vie et mort de façon inéluctable. Chaque naissance impliquant une mort et vice-versa. Et en Corse, évidemment, on a beaucoup de proverbes qui vont dans ce sens. Ogni nato Dei mor, donc dès la naissance, on pense déjà à la mort. Et bisogna nascere luna buona, c'est-à-dire qu'il faut naître sur la bonne étoile. Alors, ça représente aussi un peu une philosophie de la vie qui implique que l'homme est pris dans la roue du destin. Ce temps n'est pas linéaire, il est circulaire. On l'admet même comme étant quelque chose prévu de longue date. Alors, si dès la naissance il faut se protéger, c'est qu'il y a des dangers. Je parlerai même d'une protection, je me dirais même c'est une bataille. Et on verra que pour une bataille, il faut des armes. Et il faudra des couteaux, donc, et autre chose. Alors si cette idée prédomine dans notre imaginaire, alors contrer le sort, déterminer son destin, voir l'avenir, sont autant de prérogatives que l'homme cherche à maîtriser par tout un ensemble de signes, naturels ou aussi non naturels, de techniques pour savoir avant ce qui va se passer. La mort, elle est un fait naturel, mais souvent en Corse, on pense qu'elle est le résultat quand même de sortilèges, de mauvais sorts donnés par des puissances de l'autre monde ou des êtres intermédiaires. Alors, je ne vais pas trop développer non plus là-dessus, mais on a déjà vu quand même toute la puissance développée par le regard. Le regard véhicule les pensées. Si elles sont négatives, même si c'est involontaire, elles vont affecter la personne qui est regardée. C'est en quelque sorte, entre guillemets, une charge négative qui pèse sur la personne et lui attire la malchance le plus souvent, parfois aussi la maladie ou la mort pour les cas les plus graves. On en a vu que c'était l'envie qui en était responsable, consciente ou inconsciente. La beauté des gens, des bêtes, des biens, et là aussi le privilégié. C'est aussi le regard jaloux, l'invidia, le regard jaloux envieux, plus ou moins conscient aussi. Donc on parle toujours de puissance négative. Cette interaction, donc, via une communication, propose une conception de la vie qui va s'appuyer sur l'idée de destin. Tout est lié, non compartimenté, chaque geste, chaque mot, son même ou comportement a des conséquences. On voit très bien que les rapports entre morts et vivants sont organisés, régulés, codifiés. On ne doit pas transgresser les limites spatiales et temporelles. Il ne faut pas aller à tel endroit à midi ou à minuit, ne pas être dans les lieux limites, les fleuves, ni oublier les rituels. Si on oublie les rituels dus aux morts, il se passe comme pour le marchand d'Olmich de Sartène,
il rencontre la procession des morts. Donc le cycle vie-mort-renaissance transparaît dans cette vision. Tout élément équivoque issu du milieu naturel est un signe qui va être interprété. Alors on a dit, cette vision de la mort fait intervenir la notion de lutte dès la naissance. C'est une bataille constante dans toute manifestation, contre toute manifestation qui pourrait provoquer le passage d'Akuland, c'est-à-dire de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde des morts. Alors, pour aller un peu plus loin, évidemment, il faut des protections. Pour savoir se battre, il faut se préparer, il faut des protections. Ça, évidemment, je passe, puisqu'on l'a déjà vu ces jours-ci, c'est le rituel, hein, pour enlever le mauvais sort. Il faut des protections qui sont ces objets protopaïques qui sont divers. Ça peut être d'ailleurs même une grosse pierre qui est à la base de la construction d'une maison. C'est déjà un objet protopaïque. L'anima diagaz, l'âme de la maison, c'est déjà une manière de se protéger. On ne construit pas n'importe comment, enfin, du moins à l'époque. Il existe ainsi plusieurs objets et moyens pour prévenir le mauvais œil que vous avez déjà vu, en particulier pour les enfants évidemment, le corail rouge en branche ou taillé, les scapulaires confectionnés en guise de protection. Alors le corail rouge, un linge rouge qui est mis dans le berceau des enfants parce que le rouge est dû à sa couleur, donc le rouge c'est le symbole vital, c'est le sang biologique, c'est une très ancienne couleur sacrée. Pour soigner le mal de ventre, j'ai vu quelque part qu'on pouvait utiliser des prières et des massages, mais aussi utilisation d'une ceinture de flanelle rouge autour du corps du malade. On sait très bien qu'en Corse, le sang est au début et à la fin de toute, non seulement de toute destinée, mais aussi de la famille, hein, ou mes sangue, c'est ma lignée familiale, ou mes cep, ou mes racines. Donc, lorsqu'on parle d'un parent proche, on dit « sem di liste su sangue ». Et par contre, c'est une vedette, on va dire « e corte su sangue ». Alors, les brevi, donc vous avez une petite photo là, sont des amulettes au scapulaire utilisés pour se prémunir du mauvais œil. Alors en même temps que des objets, on peut y trouver à l'intérieur des objets donc, comme le sel, mais aussi des objets sacrés, bénis, hein, des médailles saintes bénies, donc objets de dévotion finalement populaire catholique. On peut y trouver des médailles saintes bénies au reflet d'un syncrétisme, j'ai discuté avec des gens tout à l'heure, et bien sûr qui est parfaitement assumé en Corse. Ce syncrétisme est assumé, il n'y a aucun problème, c'est ce qui a permis à la fois à la religion catholique d'étendre donc disposer ses églises, etc., a permis aussi à notre vieille religion païenne finalement de perdurer. Alors elles sont composées ces brèves de tissu formant un petit sac dans lequel on place un certain nombre d'éléments symboliques. Alors, entre autres, gros sel, morceau de corail, quelques feuilles d'olivier, de Pâques ou d'arbousier, un morceau de pain béni de San Roque ou Sant Antone. On peut y placer aussi une prière écrite sur une feuille, une prière de protection, qui renvoie à une sorte de formule magique. Donc à l'origine recopiée sur du papier qui sera plié ou roulé et glissé dans un petit sac de toile. Les sachets ainsi composés comme ici sont fermés, vous voyez encore, d'un fil qui normalement serait rouge ou bleu. J'ai lu quelque part qu'à Bastia, il fallait obligatoirement que ce soit un fil rouge pour augmenter le pouvoir. Le Montez, par ailleurs, évoque, dans le dictionnaire du Montez, évoque des petites pierres cousues dans un morceau d'étoffe en forme de cœur, après y avoir enfermé une fleur de Saint-Jean, une feuille d'olivier béni, des rameaux, un grain de riz, pas seulement pour les personnes, qu'on pouvait suspendre aussi au cou du bétail, en particulier les porcs, pour les préserver des épidémies. Alors Corinne Bartolini, qui est une collègue, évoque dans un article l'Indiarmatur, qui est un autre nom, une autre variante. Alors la différence, pour aller rapidement, entre l'Indiarmatur et le brève, apparemment, d'après sa recherche, c'est que le brève est plus tendance catholique, avec des éléments bénis, tandis que l'Indiarmatur, pas exactement la même chose. Elle avait un rôle important en cas de vendetta. Elle était utilisée pour se préserver autant des familles ennemies que des gendarmes. Alors, si l'on en trouve encore aujourd'hui, la consécration de l'objet reste peu respectée, ce sont plutôt les brèves que l'on utilise. Donc, la différence serait, il y a d'autres mots, mais la différence serait au niveau de la religion ou non, de l'élément béni ou non.
Alors on parle aussi d'orazione pour ces protections. La plus connue, ça a été mentionné par beaucoup de personnes, serait celle de Ciocciné, le curé de Goigne, compagnon d'armes de Pascal Paul, qui aurait pris le maquis après la défaite de Pontenove. On aurait retrouvé son corps dans une grotte. Agna di Viumurbo, il tenait contre lui son fusil et dans les mains son orazione. Rocco Multedo, qu'il faut saluer parce que c'est quand même un chercheur qui a apporté beaucoup dans ce domaine, en anthropologie. Il mentionne également dans son livre le Mazzero d'Orcino, qui portait ce rimspinsorio. Il ne craignait pas la mort pour lui-même car il avait affaire aux bandits. Les balles traversaient son corps sans lui faire de mal. Et il sortait de son oreille, je cite ce qu'il dit, il sortait de son oreille une mince feuille brune. C'était, affirmait-il, du plomb qui s'était aplati dans le conduit auditif sans le gêner le moins du monde. Donc vous avez déjà des chimiots. Alors on va accélérer, surtout sur cette partie-là, c'est la plus importante, hors des protections diverses, vous voyez. Alors il y a un fait, alors, je me suis intéressé à cette présence du fer quand même et des métaux au niveau des protections, parce qu'au-delà du bré, du corail, vous avez aussi le fer et les métaux qui vont protéger certains outils coupants. Des couteaux vont permettre de conjurer une mauvaise sort, mais aussi ils vont constituer une barrière de protection contre les aides de l'autre monde, contre les puissances négatives et même les morts. Cette omniprésence des métaux et du fer nous amène à nous interroger. Alors rapidement, pour gagner un peu sur le temps, on a remarqué qu'en Corse, les historiens et les archéologues s'accordent à dire que, on a en Corse une précoce métallurgie insulaire, rien que dans les sites de terrine. Une date, je crois que la métallurgie en Corse, les sites qui ont été retrouvés, date d'avant la métallurgie toscane, ce qui veut dire qu'au niveau du cuivre, c'est quand même assez ancien, vous voulez, avant la Toscane, donc c'est quand même une bonne comparaison. Alors je passe sur l'histoire du fer, c'est d'abord, les chercheurs s'accordent à dire que c'est d'abord le fer météorique qui fut utilisé dans l'Antiquité, puis on découvre la fusion des minerais, la métallurgie du fer va se développer. C'est associé souvent à la matrice de la terre-mère. Les minerais seraient en quelque sorte des embryons. Tout ce qui est en souterrain est ainsi en rapport avec la terre-mère, lieu symbolique assimilable à l'utérus. Alors, depuis l'Antiquité, dès sa découverte, le feu est utilisé comme agent de transmutation. Un lien antique ressemble même le feu et le fer. Si le feu protège contre les aides de l'autre monde, il modifie aussi la matière et est agent de transmutation. Évidemment, dans certaines sociétés, alors là, je vous ai mis ces représentations parce que c'est pour vous montrer que, dès les premières représentations de la Corse, par exemple de Cesare Ribe et Jean de Seine, vous avez déjà, il y a 4 éléments qui caractérisent, c'est une parenthèse, qui caractérise les premières représentations de la Corse, c'est une femme, c'est une guerrière, elle est sur un rocher, il y a un chien d'attaque, de guerre, et elle porte une lance qui s'appelle la corsec. Ces 4 éléments reviennent souvent dans les premières représentations de la Corse. On peut penser d'ailleurs que Corsec, peut-être, vient de Corse. Alors le forgeron, bien sûr, je reviens à ce que je disais, comme dans certains cas de chamanisme, il est souvent représenté en tenant à la main une barre de fer en fusion. Il a même des pouvoirs dus à son contact permanent avec tout ce qui est rouge, le feu, la braise, le fer rouge, la rouille. On rappellera son rôle quand même d'ensevelisseur et de guérisseur dans beaucoup de sociétés, en Corse également. Il peut rétablir l'unité du sang féminin menstruel en utilisant de la rouille et de la limaille de fer dans un but thérapeutique. Évidemment, sa fonction dépasse largement le simple travail de la forge, comme dans les sociétés archaïques. C'est lui qui a le pouvoir du feu. Alors, une île qui a connu une précoce métallurgie, je passe sur ça, et j'arrive au dernier point en passant par l'ordinateur, simplement. Alors, vous voyez, évidemment, les éléments, les couteaux, évidemment, de défense attestés dès les premiers temps. Alors ça m'intéressait, c'est le faire dans des rituels contre le mauvais œil, certains maux et différentes affections. On trouve d'abord, d'après certains témoignages, au Cidarono, il s'agirait d'une prière destinée à soigner une inflammation de l'œil affectant surtout les femmes. Comment on guérit cela? On réunit devant la malade 3 beaux-frères originaires de 3 pièves différentes qui récitent une prière en brandissant une hache.
fait mentionné par Giacomo Marcellesi en 1989. On le retrouve, bon, Rocco Multedo aussi l'a retrouvé. Hein. Alors la hache, évidemment, symboliquement, elle est liée à la foudre, à l'orage. C'est un outil protecteur avec un symbolisme un peu ambivalent. Hein. En sachant encore ce que ce binôme, christianisme, paganisme, a entraîné, bon, il a entraîné 3 types de stratégies. Hein. Des interdits, remplacement des codes et, malgré tout, conservation et transmission d'une trame païenne. On s'aperçoit donc qu'il va rester, comme dans ce cas-là, beaucoup de traces de rituels, de restes christianisés, mais avec des caractères qui prouvent leur ancienneté. Alors, il y a un autre exemple. Je suis dans les temps. Alors, Uciliardo, la migraine. L'utilisation du fer pour la guérison donc de fortes migraines était courante. Cette guérison est mentionnée déjà, c'est une cérémonie rituelle. Elle est mentionnée en 1932 dans la Revue de la Corse. Elle a lieu dans le village de Siscu, dans le Cap Corse. 3 femmes de régions différentes doivent procéder symboliquement à l'enfoncement, à l'extraction d'un clou, en effleurant la tête du patient et en disant ces mots « qui tistioro » et ensuite « qui tintioro ». Elle procède ainsi à tour de rôle, avant que l'une d'entre elles n'enfonce définitivement, pas dans la tête, le clou dans le mur. Vieille méthode assimilée évidemment à un désenvoûtement, puisque vous savez que l'envoûtement, c'était les fameuses poupées avec des épingles. Là c'était l'inverse, désenvoûtement. Le nombre 3 est là, évidemment, dans ce cas-là, le chiffre qui permet la circulation, comme d'habitude. Alors, dans la pratique de l'autre aussi, on procède un peu de la même manière, puisque c'est 3 signadors, si l'autre est fort, qui vont pratiquer. Alors, nous sommes en présence ici d'une extraction symbolique du mal, pratiquée avec les outils de forgeron. Rappelons aussi que les forgerons, bon, sont bien évidemment des signadors, étaient des signadors. Le forgeron n'est pas seulement initiateur d'un savoir, on le voit, il peut guérir, soigner. On n'oubliera pas aussi qu'un clou tenu à la main est une protection, c'est la hache, est une protection imparable face aux possessions de mort, aux mortulagi, ou l'agramante, ou la fameuse squadra da rozza. Le meilleur moyen de se protéger des lagramentes est de tenir un clou ou une clé. Les vivants peuvent également se protéger des mortulagi grâce à de la braise lancée contre la possession des morts. Mais c'est cette même braise qui va permettre de transmettre les prières de la guérison de l'hôte si elles sont conservées pour le lendemain de la Noël. Il faudrait s'intéresser, ça va même plus loin, dans une prière recueillie par Rocco Multedi, qui est sans doute, bon, je veux dire, exceptionnelle, qu'il appelle Santiago Lucidor, est évoqué un rituel inconnu lié à un rite d'entrée pour les matsirs. Il s'agit de 7 coups de barre de fer rougi sur la tête dans un scénario semblable à celui de l'initiation des chamans. Alors le vivant peut se défendre comme il me reste. Le vivant peut se défendre contre ceux de l'au-delà, contre le retour collectif des morts. Et c'est souvent le métal, le fer, qui va constituer la défense imparable. Pour être plus précis, et je me rappelle d'en avoir parlé, j'en avais parlé avec Don Mathieu, le vivant doit ainsi faire face à la procession dos au mur, garder son couteau traditionnel ou stylette entre les dents, avec la pointe tournée, ou un clou, dans certains écrits on mentionne un clou, pour se protéger de la fameuse squadra da rozza, qui est la procession des morts que l'on voit dans certains cas. Il ne doit avoir aucun contact physique avec les participants. Il ne faut surtout pas s'endormir, mais tenter de garder les yeux ouverts jusqu'à l'aube. Si le vivant veut tirer avec une arme à feu, le coup ne part pas, la squadre est invulnérable. Il y a un tabou également. Il ne faut pas accepter d'objets donnés dans cette vision prémonitoire, ou quelque chose que certains ont vu en plein jour. Il ne faut pas accepter d'objets donnés par les morts. Il ne faut rien accepter de la part des morts, ce serait un objet de l'autre monde qui franchirait le passage, et donc ensuite, cela nécessiterait alors, puisqu'il y a un passage de limite, ça nécessiterait un sacrifice. L'objet va contaminer l'autre côté. Ce geste prend valeur d'initiation. La plupart du temps, on évoque un cierge tendu par un des membres de la procession qui pourrait se changer, dans le récit d'Olmich, il se change en bras d'enfant. Alors, c'est bon. Je finis quasiment. Alors le Matsiro, c'est un peu lié, puisqu'il faut quand même considérer la société dans son ensemble. Il prend aussi une dimension encore plus grande dès lors qu'il endosse le rôle de meneur. Il dirige accompagné des morts la squadra da rozza, et n'oubliez pas qu'il est le grand régulateur de la mort lors de la fameuse bataille des Matsir à Galende ou à Mandrague, 31 juillet. Alors dans ce cas-là,
Compagnie dei Morti, c'est une parodie d'enterrement pour pouvoir inverser le destin, parce que c'est ça qu'on essaye de faire, de voir. Il faut arrêter la procession aux portes de l'église, sauver la personne concernée ou s'asseoir devant sa maison. Il est évidemment conseillé de ne pas se saisir d'un éventuel objet tendu par l'un des confrères, car cet acte enclenche alors le début d'une initiation. L'homme se retrouve condamné, entre guillemets, à sortir en esprit. Alors, évidemment, le couteau, là vous avez le forgeron, le couteau et les outils coupants, on le voit, ont le pouvoir d'éloigner, et surtout les outils tranchants, d'éloigner les présences négatives et les morts. Alors, on revient très bien, on a un fait assez connu. Il était coutumier donc, dans plusieurs régions de l'île d'accrocher des faucilles, des cercles, des faux, des roustades contre les portes, c'est-à-dire à l'entrée symbolique de la maison, pour empêcher les êtres de l'autre monde de pénétrer dans l'espace domestique. N'oubliez pas que le seuil aussi se dit au mutale, c'est là où on change d'endroit, de dimension peut-être. Contre les portes ou aux entrées symboliques des maisons, seuils, fenêtres, afin d'éloigner les morts ou les êtres de l'autre monde. Dans un récit un peu mythique, on dit même que ces derniers ne pouvant compter au-delà de 7, passent la nuit à tout compter, puis à revenir à 0 pour repartir et à compter toutes les dents d'une faux. L'aube arrivant, se voyant contraint de fuir sans tuer les habitants du village, parce qu'ils n'arrivaient pas à dépasser le nombre 7. On évoque ces pratiques. Une minute. Troisième exemple très intéressant. Je vais quand même vous montrer là, toujours là. Alors ça, juste une parenthèse, c'est à Stazzone, une forge qui a été refaite dans mon village. Ils ont eu une bonne idée au lieu de faire simplement avec les pièces qu'il y avait dans la forge, de mettre la silhouette en fer du forgeron. Et si vous voulez, c'est éclairé. Quand vous arrivez de nuit, vous voyez, il vous semble que le forgeron est toujours en train de travailler. Vous voyez l'enclume. Bon, évidemment, Stazzone, c'est aussi, vous le savez que c'est aussi. Alors voilà, j'ai pris la photo de nuit. Alors, dernier exemple que je vous donne, puis je termine là-dessus. On mentionne concernant les ganglions, ce qu'on appelle la yanda, l'assignador emploie, ça c'est précis, là, 9 instruments en fer différents, puis elle trace un pentagramme avec un charbon de bois sur le ganglion. Donc vous voyez qu'il y a l'utilisation également des outils, différents outils toujours en fer. Et donc je vais m'arrêter là et conclure en disant que les objets apotropaïques sont nombreux, variés, différents rituels évoqués pour conjurer le mal, constituent indéniablement quand même des traces de rituels de croyances plus anciennes, dont beaucoup perdurent encore ou se transforment. Et finalement, une tradition, on pourrait dire, ne correspond pas seulement à une période balisée sur le fil diachronique de l'histoire, mais c'est bel et bien une appréhension typique de l'espace et du temps, une inscription aussi du corps et de la mémoire dans un territoire et dans un cycle qui est indéfiniment répété et recréé, il faut l'espérer. Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai gardé pas trop passé, non ? C'est très bien. Ça n'a dépassé que de 2 minutes, donc largement suffisant. Donc merci beaucoup. Donc comment nous avons fait jusqu'à présent, c'est les questions auront lieu à la fin des interventions des 3 orateurs. Je vais passer la parole à Giacomina Coaviva-Bosser, donc, qui est anthropologue et docteur en langue et culture régionale, mais donc spécialisée en anthropologie. Elle s'intéresse à l'imaginaire des lieux, à la langue, comment la langue corse aussi construit un monde. Donc, elle a écrit un ouvrage récemment qui s'appelle « Die campa un paese suo ». Et donc, elle va nous parler de l'occhio, un rituale da cura e religa, donc un régulateur relationnel, avec un point d'interrogation. Eccoci. Ringraziarvi dei segui e all'organizzatore, a Fabien, a Davia, di permettere di moltiplicare i punti di vista non un soggetto come l'occhio, casca appunto. E a sentire volerebbe oggi fare una presentazione in corso e da un per d'animo pour personne, parce que je vais vous expliquer ma démarche, mais l'idée c'est de n'exclure personne, bien sûr. Au contraire, c'est d'ouvrir sur l'intercompréhension
on travaille sur la Méditerranée et donc en termes pratiques, un petit exercice applicable immédiatement. J'ai les sous-titres derrière moi et io parlo un corso. E poi rende eseguita donc due lingue, due ordinatore, spergoghi la fa da viadia, c'est peut-être ça être bilingue. Entre la droite et la gauche, j'espère pas trop me perdre, mais enfin, manda piano, piano ma mica troppo. Ah, volentieri, doni fammi a mano diritta. Allora, prima un accenno non t'audi di loin, cura i suoi e usuio. Aggiunteso a padridi a catagiga stamane che ci spiega che un logo e aiante si confonde non cosiga. Di una realidad, Badia spiega come ha lavorato durante l'oralità, vi parlo di una lingua orale e di trasmissione orale che rimanda forse a una memoria antichissima e che oggi si trova appena vrastornata, ma appena da un'altra forma di pensare che noi chiameremo un naturalismo. Vi spiego da Biobigeno ciò che lo volei e penso che a forza di un rituale di lotio e di va basse bene tra sa visione di un mondo analogista, tradizionale, diremmo anziana, e sa visione più moderna, come ha presentato. Donc, régulateur relationnel di una maniera di noi di gura ciò che pare l'opposto, contrario e forse a di allarga a dei madiga di combatto di un mazziero con voi oggi. Allora, i rituali intorno all'odio sono parecchi, numerosi assai e rimandano in fin di conto a tante maniere di religarsi al mondo. La cultura di Ego si è fatta così, parecchie variatezze, ma di una maniera di riconoscersi. Più c'è usi, più c'è maniera e più c'è interpretazione e affermazione di sé. Si riconosce uomo in corsica con l'implicito, berremo, e sa variatezza di veramente una semiotica di riconoscenza propria e comunità di vicinanza. Dunque, vi parlo di un tempo che quelli che parlano gosso di nascita conoscono e che un certo, un famoso antropologo oggi anche assai mi permette di mettere in scena scientifica, parlo di Philippe Descola e di uso studio di l'ontologia. Ha fatto per lui, ci sono 4 maniere di essere al mondo, per il mondo usano, e donc ci sono i naturalisti, gli analogisti, i moisti, gli animisti e i totemisti. Per l'Europa, dinanzi a rinascita, ha rimarcato che eravamo di tradizione analogisti e ci spiega ciò che è l'analogismo. L'analogisme est un mode d'identification qui fractionne l'ensemble des existants en une multitude d'essences, de formes et de substances séparées par de faibles écarts, parfois ordonnées dans une échelle graduée, de sorte qu'il devient possible de recomposer le système des contrastes initiaux en un dense réseau d'analogies. Donc l'analogie è vicinanza che nos intimo tutti tra di noi mediterranei oggi. Infatti, so una rete che l'immaginario ci permette di poi capire meglio. Riconosce il suo e riconosce i suoi più lontano. Si tratta dunque di un sistema di identificazione al di là dell'unico sguardo umano. A vita o Dio si esprime per via di tante forme varie e varievoli. Possiamo passare? Allora, l'odio ha parecchi sensi in corso e anche sicuramente in parecchie lingue. La bulissemia di un tratto particolare ai culture di basse bene, in francese fluctuation. Souvent, gallogia parecchie maniere di parlare, parecchie versure possibili di una dinamica
Bidigi a di riconoscenze specifiche ai comunitatiughe e che giocano assai con l'impligido e la vicinanza, come maniera di tracciare dierti più o meno stretti intorno ai suoi e usui, luogo e diante, confusi. Donc, una dell'organo diavista di sicuro che guarda, alors guarda in corso di tempo veiller sur e regarder, guardado, di un luogo giusto appunto che Dio cura, guarda. Due, una sorgente naturale, un occhio. Je pense toujours à une plaisanterie, boire à l'œil en Corse, c'est veiller à l'occhio, c'est à la source. Di una quanadio senza di l'uomo di appena come si adera fidiesi e piandiesi come diremo per analogia con Nessarui piangi e fiumi che sono anche i personaggi forti avremo. Terza possibilità di spiegazione di l'odio di un diogo peisideli bina di barla. Gioca di un parafa l'odio di già, si chiama o paraíso, la luce, l'arcanella, parecchi nomi, parecchie virsure e una cultura che si riconosce sempre. Quarta significazione possibile, un rituale da caccia un male, di tempo un male, una gestualità e una brigantola. Donc, vedi che l'analogia è larghissima, si modibetta una specie di reda semiologica che solo quelli che conoscono da vicino possono capire. E terza, un'espressione di noi che non si può mica tradurre da voir. Français, voir, c'est le visuel. Invece che bere, c'est très proche de sente. Sta a bere, l'occhio d'acqua, les apparences sont trompeuses. Donc, déjà, a lingua si sente che ciò la fidi appena più lontano che ciò che pare così. Passiamo. Allora, voltiamo nanta primo senso, primo significato piuttosto l'occhio che guarda. Ho scelto due fiore che sono significativi assai, un specchio neolingo, un specchio di bastore con il segno di Salomone. Allora, all'origine erano fatte 6 ramelle, 6 branche, e è stata sguazzata una. Perché? Perché il segno di Salomone è di una stella con 5 ramelle e si vede anche un'altra mano per cacciare l'occhio di Aiante. E qui, allo stesso luogo, non so più 2 anni fa, ma non c'è un confinamento a quell'epoca. Abbiamo visto una conferenza qui, non tale Etruschi, e un ritratto che viene da un museo di Betulogna, dove abbiamo un scudo con lo stesso segno etrusco, e era Simona Raffanelli che ci spiegava che si tratta di un re etrusco così, che tiene in mano una mazza, allora c'era un nome particolare, ma in questa mazza c'erano parecchi bastoni che lo teneva in mano e che corrispondeva ai province che lo governava. Dunque diventa la provincia in mano e questo sarebbe per me l'aspetto più maschile, perché il maschile per me è un principio simbolico che porta a ovora, e lo scudo è quello che riceve dell'aspetto più femminile. Continuiamo. L'occhio di una bedra occhiata, la fameuse diorite orbiculaire che noi troviamo in Santa Lucia di Dalla. Santa Lucia e l'occhio, vedremo che c'è un'analogia così che volta, di una bedra che si ritrova aux Invalides per la tomba di Napoleone I, come se la potesse accompagnare all'anima di un gran signore d'orne, di un gran governatore, una forma di re. E a cappella funeraria di Medici di noi in Firenze ha adobrato questa bedra simbolica assai che viene da Corsica. Allora, una sorgente, abbiamo visto l'occhio, qui di una sorgente particolare, Simon de un paese di Isorio, vicino a Pietralba. A Fontana di Ugo, quasi una zappa, non è mica tutta fatta diosa, Santa Lucia è mica solo un luogo di un tempo, si bia l'acqua e si curano l'occhio, certi geghi avariano ridrogo a vista grazie a s'acqua che sarebbe biada solo un giorno di Santa Lucia.
Parlez-moi di yoga di l'otio. Allora, mangara udam point bigunsi o perché che sono appassionati di lingue e di antropologia, d'andare a bere o libro appella a mano di Pedro Gazzano, ne scopro tutti i giorni miracoli di viure, di rappresentazione e di parole. Ci spiega un diogo di Giovanotti. Allora, Lucie desideri, scusate, a digi a galera un diogo solo per femmine e pone il problema di o femminile. Allora, in antropologia io lavoro o simbolo, e a esempio di o femminile di un principio più che un sesso umano. La duetta non di quella che riceve e il principio maschile di quello che porta, che dà all'infuori. Dunque, a più di 100 anni Pedro Gazzano e mi racconta che è lo stesso faceva su yoga, mica femmina. Allora chi dirà su yoga si andava a matti a cercare un sebalo, un albero, un arborosoio, un arborigelo a mezza macchia, onde i circoli vicino ai paesi e si giuttava e si faceva un tavonello a terra dove si mettevano i disori. Allora chi diranno i disori di Dondo? Un botolo di madreperla, de nacre, affari che lo gigavano, c'è un rapporto gualuge assai, alle di varfale, stove, tutto, era una specie di mandala all'imbrato come lo giulia in forma di stella, a spesso, e che lo si ricopria con una diopola di una bottiglia di vetro e che si biattava. Si biattava perché non poteva vedere, perché era sé di un rituale di sé con se stesso, era un rituale di intimità. E dopo, che dire l'arcanella, di l'arcano che si biatta, ma dopo c'era il yoga di l'otio, che lo yoga era di piatta un tesoro perché gli altri venissero a trovarlo. Quello che si mostra e quello che si biatta. Di una maniera di intrattenere il femminile, di maniera psicologica, trovo di noi che è interessante sul rituale perché impara ai giovanotti a tenere l'intimità sua e costruisce-la per se stesso. Mica mostra tutto, di importante. In tempi di rete sociale e di sarnesi mani di nostri giovanotti, penso che è un gioco che manca. Ma che ecco, c'è un rituale di l'otio, con tre fiori, che trovo significativo assai, allora, figliate, sodone, è vero, si crea spesso che sono più spesso che facendo l'otio, anche perché ci sono l'uomo assai, ma voltano, hanno forse di più, questa capacità a città di si ridire e di ricevere. Ma mi posso sbagliare. In tutti i casi, figlia di Saona che sta in mani non te notizie, aspetta qualcosa come se c'era una certa riserva, si sente giuga di bestia a ciò che si va qui. Dopo c'è l'anziana, che qui gli ospitietti, bere ciò che lasciano bere non mica. E infatti una giovanota che tiene obbliato non te notizie, riceve. Elle corrisponde a Juventus Dodie. A mezzo c'è un'abitura di un pittore Chisa che parla di lume, attraverso a luce a persone che fa l'occhio e l'occhio si spezia tra ombra e lume. E terza fiora, una mamma che mette obbliato non ta gabbo, allora tre posture di biati e in notte da Olino, o Gabo, e o idee non sa manco ciò che si va in giro di un diogo tra tant'altri, ma non è mica una sacralità scema o rituale di l'occhio, di qualcosa che si va tra la zuppa scaldata e quello che non è anche di un tueride, non c'è mica questa sacralità che non li bordiamo, si va di maniera spontanea. Un'altra analogia tra ciò che si vede e ciò che non si vede mica, l'ombra azulana e l'ombria a luna e al sole. E quello di Gabo Davunado, che si accende una volta all'anno, bisogna accorti a un piano d'alzo, e in tempo di Zuleoni, sarà da solo qui, penso che ci sono stati i voghi solstiziali di Mazzeri. E ancora si va sempre su vogo, ma di per viaggiare di ritrovarsi tra di amici. Ci può degula berere un conto mica ugie. Un film a Granidula di un film di Felicia Massoni
pro ben fa tu beride ciò che la scelto come affisso tra ombra e lume. O giro, saiante mascarada considera mica qual è lei, o vine un'emica di mostrare un'individualità, ma di va tiercio, cu ciò che si vede e ciò che considera mica, così va a vita e a morte. Tra cielo e terra, Bibro bonk un'analogia tra l'umani e non umani. Philippe Descola ci dice spesso che i naturalisti berano il mondo attraverso solo allo sguardo di l'umano. E io Bibro bonk da larga appena a viura di l'odio a ciò che la burdia natura. Allora passiamo al Giappone, da un'isola all'altra, Pacifico, a mezzo mare c'è un pesce che si chiama il pesce globe, che fa una specie di nido che si assomiglia al yogo di l'odio. Fa qualcosa di artistico, perché che anche l'animale può essere artisti. E aspetta che la femmina benissimo per poi mettere l'uovo alla scosa di guranti, grazie a sua specie di mandala attorno. Le moduti visti da Facebook, sapete che l'occhio di Agosiga è aperto al mondo. Mi permetto di passare bene. Secondo rappresentazione dell'occhio, voltiamo al principio del mese l'isola, perché i balanini l'avrete vista tutti, a tromba marina, che pare un occhio che gira tra cielo e mare, accade in tempo d'equinoccio autunno, come a granidola, diciamo di verano, tempo d'equinoccio, di solstizi, sono momenti forti per l'immaginario di Bassedi e di ciò che il sole sta a bere. E dunque, quando l'acqua calda si trova sovranata dall'aria fredda dell'inverno, nascono si nomini gusti. E dunque marca a vista di umani, di sicuro. Un'altra analogia tra stella, luna, Santa Lucia, Santa Stella e Santa Regina. Santa Stella la diodro ande un lamento di Bampagiolo di Gursighella che prega Santa Stella. Santa Stella di per un iolinco di Santa di Niolo, figlia di tutte le stelle che l'ha nanta uso vestito, di quella che ha permesso ai marinari di droit uso a strada perché una stella, l'étoile du berger, a stella è quella che bigonduce quando decide bersi a mezzo udio. E dunque aggiungerò un internet senza sapere quale chi l'ha fatta, perché la rappresentazione di Portogallo e di Santa Lucia è comunque tremendo. Di vedere che l'occhio di quella che riggeva si spettiende ubbiato. E torna tempo di udiura, dare da ella e una diama a lume. Fidiamo di noi ioeli, anche oggi si vendono proprio, specie di interpretazione noi borridroade a viura di Santa Lucia, che si assomiglia comunque a Santa Regina. Passiamo a seguita, bibrobongo per la lingua, perché la lingua per me è un attore sociale primo, quasi un personaggio, è lo stesso, dice una lettura di un mondo, e ciò che la lingua di noi, fino a Santa Lucia, Sumena, Sulana e a Umbria. Da Santa Lucia in là, guarda in due taglia lampa. Dunque, per le equipe agricoltori che noi siamo stati di Boibogo, luogo e tempo, cambiamenti di stagione, chiamano a essere accompagnati fidando a Usubrano, chiamando a Usubrano. Allora, ora di parlare di l'analogia Santa Lucia e Medusa o Medusa. Medusa sarebbe stata regina di Corsica durante 28 anni, dicono i scritti dell'antichità. Avrebbe pigliato a seguito di un uomo, Forcos, o Forco, re di Corsica durante 33 anni. Queste figure mitiche si ritrovano in dei voli, l'orco e l'arca, sono divinità arcaiche di Usole e di Luna, che fanno una, allora Usole acciacca, come un mazzero, e a Luna riceve o sprofonda, come a strella, andate a sapere. L'unità di Sugobio è in perpedua mutazione nella terra e poi avviamo ad un percorso tra lume e Umbria che lo Giola ha accompagnato per
chiama avvertilità collettiva. Così il femminile è quello che riceve, ripeto, come che riceve il lume, come la luna, associato a Santa Lucia, a Santa Stella e a Regina Universale. Antica divinità di avvertilità, dunque. Metto. Quanto mi hai detto? 2 minuti. Si può fare. Medusa è stata la nodaia d'Ugabo di Persè, avere d'aiguille. Allora, non vedo mica ciò che è l'oggetto, ma mi interessa la funzione di noi, di rappresentazione, perché non è mica solo una figura, come vi mostro questi, di una maniera di rappresentare, diciamo, lo spirito di Medusa. Medusa, donc, scava una persona dell'antichità, scava di maniera simbolica, poi una maniera di via o potere, abbiazza di. Ed è Atena che pia Medusa così, è contenta, pia il potere, non da Medusa. Sarebbe stata un'antica divinità di avvertilità che la rimpiazza, ritrova dello scudo, con l'idea di ciò che riceve a viura di Medusa, di così che è stata morta, che è stata tomba, infine, da Persè. Guerriero che lavora per conto di Atena, e abbiamo il sangue di Medusa che ha fatto il curario e che ancora continua a parlarci di l'occhio. Allora, ritrova de beride sa studiercio su Salumaga, su Taipei, di tutti i personaggi, si tratta diciamo di va circolare di noi sa vita su base di tra vita e morte, e passa di noi con l'altra di un potere, parecchi gradi di lettura, ma ne parleremo forse un'altra volta. Da compie, originale di Loti apre una molteplicità di lettura e di relazione al mondo. L'occhio è una forma di sincretismo modernizzato oggi dalle influenze o le impronte naturaliste. Passo, non è mica più importante. Dice che l'epoca moderna è veramente così importante. Dopo l'epoca moderna si può dire che l'uomo studia la natura come se fosse un elemento frustrero a lo stesso. Quindi è stata una vera rivoluzione, anche la rinascita, l'invenzione di una prospettiva, di infatti la centralizzazione dell'uomo che fiede al mondo. Allora, finiscerà di questo affare così. L'occhio sarà diciamo, un emblema, un motto identitario, quindi una vera umana che lo si può fare oggi. Una visione analogista antica, dunque di un medioevo, vi dirà che tanto si trattava piuttosto di mostrare ciò che lo pensa o spirito, e mica l'uomo, a chiamarlo Dio, o sovrano, a vita. E oggi piuttosto siamo in brama tutti quanti, mi metto a mezzo, di mostrare ciò che l'uomo bere, e forse di noi ciò che lo voleria essere. Per questo che io faccio un piccolo accenno di appena di pubblicità per una birra che gioca con questo stereotipo di ribellione. Ci piace essere ribelli, ci piace essere quello che mostra beride a Medusa, questi con i suoi occhi, e che bere al di là di ciò che il potere di ora ci impone. Allora, posto che avrà diga bince grammatica, vi voglio parlare di un'altra rappresentazione di Medusa. L'abbiamo chiamata Madessa con un gruppo che si chiama Mana, di un'esperienza, perché penso che con la poesia e l'arte si può provare la fare che la scienza rigosa. Dunque, ha scritto una canzone che si chiama Ottiosignato, che può essere presente in tutte le piattaforme musicali, se la vi interessa. Vi ringrazio per la vostra attenzione e così i documenti che mi hanno aiutato assai per fare questa presentazione oggi. Ringraziate. Va bene? Va bene. Donc, ringraziati. Nous allons donc passer la parole à la prochaine intervention. C'est M. Gilbert Poletti, qui est médecin, qui était médecin, et qui est psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste. Enfin, on est
la psyché. Nous avions déjà aperçu ce matin. En tout cas, voilà, donc je vous passe la parole pour une intervention qui s'intitule « Considération psychanalytique sur les mécanismes en jeu dans le rituel de l'autre ». Voilà, mes remerciements, je vais être rapide, Madame Bénédette, je vous remercie, M. Bourgeois aussi. Ah, pardon, mes remerciements à Mme Bénédette et M. Bourgeois de m'avoir invité. Donc je fais ça très rapidement, parce que, vous savez, le lézard, lorsqu'il est poursuivi par le serpent, vous savez ce qu'il fait? Il laisse un bout de sa queue dans la gueule du serpent, moyennant quoi il sauve sa peau. Alors moi, j'ai vu M. Santine, il a coupé comme ça, je ne vais pas faire comme le lézard, je vais amputer mon texte de plusieurs pages. J'adopte donc un comportement anthropopaïque. Voilà. Alors, Alors, je vais vous demander quand même, puisque je vais amputer une partie qui s'adresse à la croyance. Alors, la croyance est une nécessité. On est obligé de croire, au moins, à minima, aux signifiants qui nous fondent comme sujet. Je vous renvoie... Alors, si on ne fait pas ça, on va vers l'errance et la mort. Je vous renvoie à un film d'Agnès Varda qui s'appelle « Sans toi ni loi ». Voilà. Pour qu'une psychanalyse puisse être entreprise, l'analysant doit conférer à son analyste le statut du sujet supposé savoir. Cette croyance fondamentale, constituée par l'amour du savoir, renvoie au transfert. De même, le patient inutiado va attribuer à la signadora le pouvoir de guérison. Ces démarches impliquent la croyance, et celle-ci n'est pas une contingence, mais une nécessité. Et sans elle, rien de ce qui va suivre ne pourrait être entrepris. Avant tout, je tenais à remercier mon ami, le docteur Charles Marcellese, qui me fait l'honneur de sa présence, pour m'avoir enseigné et autorisé à utiliser ces magnifiques travaux relatifs à la Corse. Allons voir ce qui conduit quelqu'un à faire la démarche de consulter la Signador, la guérisseuse du mauvais œil et de l'embuscade des esprits des morts. Le docteur Marcellese nous apprend, d'une part, qu'elle serait sans doute la descendante des officiants des rites funéraires par crémation du début du chalcolithique, dont l'influence a perduré uniquement à travers la fonction de guérisseuse pour les Indo-Européens, et d'autre part, l'influence possible de la religion des morts, des peuples des mégalithes, pour la forme grave de l'hôte donnée par l'embuscade des esprits des morts. On convoque alors l'envie, la jalousie, ça je suis content d'en parler parce qu'on a confondu les deux termes, d'un individu qui a lancé un mauvais sort. Elle peut se traduire de multiples façons chez l'envié, l'inutiado, une fatigue soudaine, une somnolence, des bâillements itératifs, des nausées, des gastralgies, une migraine qui ne cède pas, ou tant d'éléments qui peuvent nous contrarier, une mauvaise récolte, un miroir brisé, etc. Nous allons d'abord nous attacher à préciser la différence entre l'invidia, l'envie de l'envieux, et la jalousie du jaloux. Vous verrez que cela nécessite une attention particulière, car si ces mots semblent sémantiquement proches, ils se distinguent cependant. Jacques Lacan va se référer à saint Augustin, qui, dans ses confessions, se souvient. « J'ai vu de mes yeux, et j'ai bien connu un tout petit en proie à la jalousie. Il ne parlait pas encore, et déjà, il contemplait, tout pâle et d'un regard empoisonné, son frère de lait. » Nous avons affaire ici à l'invidia, mot qui dérive du latin invideo, qui signifie regarder quelqu'un de travers avec méfiance ou rancune, et le rapport avec le mauvais œil confirme le rôle d'un regard vorace et malfaisant. Alors, je propose ici de prendre en compte, alors si je me retrouve, de prendre en compte l'expression regard patibulaire, qui suscite la méfiance et n'inspire en tout cas aucune sympathie. Le patibulum est la partie horizontale de la croix qui pourrait s'opposer, contrarier, faire obstacle à l'infundibulum, partie verticale qui conduit au ciel. Pour Lacan, l'invidia ne se confond pas avec la jalousie. Dans la scène décrite par saint Augustin, il n'est pas dit que l'enfant, celui qui ne parle pas, on l'appelle l'infance, qui regarde son petit frère a encore besoin
du sein. Voici, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce que nous rapporte Diogène Laërce. L'envie, c'est la douleur de voir autrui posséder ce que nous désirons. La jalousie, c'est de le voir posséder ce que nous possédons. Pour Lacan, l'envie est provoquée par l'image de la complétude. L'enfant n'est pas jaloux du frère comme son semblable, mais il contemple sa propre image comme fondatrice de son désir. C'est parce qu'un autre usurpe sa propre place dans son rapport avec la mère que l'enfant ressent un écart imaginaire et appréhende pour la première fois l'objet comme frustration en tant que l'individu en est privé. Tentons de simplifier. L'aîné regarde le frère repu. Il va se contempler à cette place de l'usurpateur. Mais il n'aura pas la satiété qu'il lui attribue, et cela crée chez lui une frustration. Il est privé de l'objet qui vient de se créer. Restons dans le domaine de l'enfance. Voilà un tout petit dans les bras de sa mère, gavé de lait, repu à tel point qu'on peut le considérer en pleine jouissance, en possession d'un bien, et l'aîné qui se sent impuissant à atteindre cet état. Il se questionne, comment se fait-il qu'un autre puisse avoir ce que je n'ai pas? Quel est cet objet qui me manque et dont l'autre jouit? Voilà ce qui se joue dans l'envie. Jacques Lacan nous dit, pour comprendre ce qu'est l'invidia dans sa fonction de regard, il ne faut pas la confondre avec la jalousie. Ce que l'enfant ou quiconque envie, ce n'est pas du tout forcément ce dont on pourrait avoir envie, comme on s'exprime improbablement. Parce que si on voit la Breitling chez quelqu'un, on a envie de la Breitling, c'est pas ça. L'enfant qui regarde son petit frère, il fait référence encore à Saint-Augustin, qui nous dit qu'il a besoin d'être à la mamelle. Chacun sait que l'envie est communément provoquée par la possession de biens qui ne seraient, à celui qui envie, d'aucun usage, et dont il ne soupçonne même pas la véritable nature. Telle est la véritable envie. Elle fait pâlir le sujet devant l'image d'une complétude qui se referme. Considérons maintenant la jalousie. Ce que je possède de précieux au sens d'un investissement important, la femme que j'aime, les amis auxquels je tiens, si quelqu'un les convoite, les désire, cela crée un risque. C'est l'éventualité de me faire manquer de ce sur quoi je pense avoir un droit. Si j'en suis dépossédé ou que je pourrais l'être, là est le règne de la jalousie. Nous voyons que des individus, des tiers sont en jeu, ceux qui convoitent ou qui me privent de ce que j'aime. L'envie se distingue de la jalousie en ce qu'elle s'attriste qu'un autre possède un bien ou un supposé bonheur qu'on se croit impuissant à atteindre, alors même que cet autre serait au fond comme nous. Comment se fait-il qu'il puisse avoir ce que je n'ai pas? Quel est cet objet qui me manque et dont l'autre aurait l'air de se satisfaire? La jalousie, elle, s'attriste qu'un bien ou qu'un être aimé vienne à manquer parce que désiré par un autre. Elle vise donc des personnes et suppose un ou plusieurs tiers qui posséderaient ce que le sujet considère ou voudrait considérer comme acquis. Ce sur quoi il pense avoir un droit, un dû réservé et dont il a été dépossédé ou bien dont il imagine qu'il pourrait l'être. Revenons au mauvais œil. Comment s'attire-t-on le mauvais œil? J'ai dans l'idée que dans le monde où s'exerce la pratique du rituel du mauvais œil, mieux vaut ne pas susciter l'envie de l'autre. Il est judicieux de faire profil bas, éviter l'ostentation de sa réussite. Je crois qu'en Méditerranée, il était courant d'observer cette règle. Qu'arrive-t-il quand l'envieux se sent frustré devant l'image de complétude de l'envié? Eh bien, c'est cette image de la complétude qui lui est attribuée qui attire le malheur. Il faut tout de même noter que le mauvais œil n'est pas forcément provoqué par la haine. On peut provoquer le mauvais sort au sein même de la famille en vantant l'un de ses membres. L'envieux, à travers cette image de la plénitude de l'autre, fait l'expérience d'un manque. Et par là, il se constitue comme sujet. Ce que l'envié voit dans le regard de l'envieux est un autre manque, celui du manque lui-même,
Autrement dit, l'envié voit qu'il y a dans le regard de l'envieux l'attribution à lui, l'envié, d'un manque de manque. Lacan nous dit, c'est quand le manque vient à manquer que surgit l'angoisse. Ainsi, l'envié, dans sa position de saturation, vient à manquer du manque. Oui, c'est bon. Je crois que je vais peut-être y arriver. Je ne sais pas. De là, l'existence de l'envieux n'est pas un problème. L'envieux est nécessaire à l'envié. Pour que quelque chose puisse interférer et briser cette idée de complétude chez l'envié, c'est le réel qui va s'en charger avec l'apparition des symptômes précités ou d'événements contrariants. Ce réel émerge inopinément et ce qui échappe à la prise dans le symbolique et l'imaginaire. Il pèse sur nous et va mettre un terme à la complétude. L'envieux, par son mauvais œil, c'est un œil sans regard. Il ne reflète rien. Il n'y a pas d'image de soi dans l'œil de l'autre, car il ne nous regarde pas. Il trouve une fonction intéressante. Il vient prendre la responsabilité, pour mieux dire, être la cause de ce qui arrive à l'envié. On l'attribue au réel. Ainsi, ce dernier va pouvoir, étant sorti de sa complétude, se rendre sur le chemin du désir. On cherche alors à savoir qui a lancé un sort. La Signa-d'Or, avec l'allécanomancie, pourra offrir des indications à ce propos et guérir le mal. L'Inutiado vient donc la consulter et l'informe du ou des symptômes dont il se plaint. À partir de là, il se tait et elle met en route son rituel de conjuration. Il reste 2 pages assez denses. C'est pour ça que je voudrais quand même les donner. D'accord. Elle va prendre sur elle le mal de l'envié. On dit qu'elle transitivise. Cela va se traduire par des symptômes tels que érythème, piloérection, fatigue. Elle va les évacuer par des larmoiements, bâillements, etc. Le transitivisme est bien décrit par Jean Bergès et Gabriel Balbo. En fait, l'éprouvé corporel de la Signa-d'Or n'a pas les mêmes conséquences que celui de la mère pour son enfant. Bien que complexe, j'ai pensé que cette question était suffisamment importante pour en rendre compte. C'est en 1936 que Jacques Lacan expose le stade du miroir à Marienbad. Ce stade infantile se constitue dès l'âge de 6 mois. L'enfance va faire pour la première fois l'expérience qu'il est homme. C'est dans cette image de l'autre qu'il se reconnaît. Et c'est en tant qu'autre qu'il se vit tout d'abord et s'éprouve. Par certains comportements, il manifeste son désir de se situer socialement en se comparant à l'autre. Ils sont marqués par le transitivisme, véritable captation par l'image de l'autre, relation duel de l'instance imaginaire, et ceci dans un premier temps du stade du miroir. Alors je l'explique. Paul pousse Pierre et le fait tomber. Pierre se relève sans avoir de douleur, il ne pleure pas. Paul dit avoir été poussé par Pierre et se met à pleurer. Pierre heurte un obstacle avec sa jambe. Il n'en manifeste rien, il a pas mal. Hein. Sa mère s'en trouve affectée et elle manifeste son affect de douleur, considérant que la Signa-d'Or s'arrête là, à ce stade, par l'absence de parole à l'endroit de l'envié. Mais la mère va exprimer intensément son affect de douleur à son enfant, d'une manière articulée et démontrée dans la parole, et ça change tout. Une cure psychanalytique s'entreprend avec un analysant, un psychanalyste et le langage. C'est à cette condition qu'elle peut se dérouler, sinon on reste transitiviste dans le domaine du chaman et de la guérisseuse. Toujours Bergès et Balbo signalent à l'absence de manifestation de douleur chez son enfant. Alors c'est un peu difficile ça, mais bon, la mère oppose un discours qui s'organise dans son éprouvé corporel, un discours qu'elle exprime à l'enfant et auquel il peut s'identifier. Pourquoi ? Parce que justement, il n'en reste que le discours, lequel a refoulé toute charge de l'affect chez elle. Chez l'enfant, cette incorporation de l'affect par le refoulement produit une inscription signifiante. Ce qui est refoulé est incorporé. Ce n'est pas seulement dans l'inconscient que se fait cette inscription, mais bien dans un lieu où un manque attendait que vienne le discours de la mère. Ça, c'est extraordinaire, vous allez voir. Il y aurait des traces de la douleur qui seraient en attente d'être signifiantes pour qu'une douleur s'inscrive par un refoulement secondaire. On peut se demander en effet si la douleur non éprouvée par l'enfant ne peut pas être, alors 12-13, ne peut pas être,
rapprocher d'une trace qui serait dans l'attente, ça c'est beau, hein, dans l'attente de recevoir son nom d'un refoulement secondaire pour s'inscrire dans l'inconscient. Je finis. S'il existe d'emblée chez l'enfant la structure de la langue, on peut penser que les traces dont nous venons de parler sont là chez lui comme une structure écrite de la douleur qui attend d'être dite pour être réellement éprouvée. Voilà, j'ai fini. Merci. Alors, merci à vous trois. Donc, la parole est à la salle. Si vous avez des questions. Voilà. Oui. Oui, je voudrais donc faire un commentaire sur la première intervention. Je pense que votre hypothèse, c'est qu'il y a un syncrétisme entre plusieurs influences civilisatrices. Parce que, enfin, selon moi, a priori, il n'y a pas de relation donc, évidente entre le Madzer et les troupes des morts ou les groupes de morts. On a là, donc, au départ, deux influences civilisatrices qui sont, même géographiquement, ne sont pas aux mêmes endroits donc en Corse. Je m'explique. Le mazérisme, c'est plutôt donc, un système lié à des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que Ravi Jordan, il contredit tout à fait ce que dit Roch Multedo concernant le chamanisme des Madzer. Il dit que les Madzer, il n'y a pas de transe chamanique, il n'y a pas de gens qui assistent donc à la séquence où ils tuent d'un animal. Donc ça ne fonctionne pas vraiment de cette façon. Le mazérisme, pour moi, c'est plutôt un système totémique simple. C'est la troisième forme de système totémique de Lévi-Strauss. C'est-à-dire que c'est l'attribution d'un totem animal au moment de la mort. C'est-à-dire le Madzer, où il va, il tue un animal. Quand il le retourne, il reconnaît dans l'exhalation du dernier souffle quelqu'un du village qui va mourir. Les esprits des morts. Donc, alors après, le mazérisme, c'est donc un fonctionnement complexe parce qu'il y a des aspects individuels, attribution d'un totem animal au moment de la mort, mais le Madzer, lui, échappe à cette règle puisque Ravi Jordan dit qu'il meurt lors de la mandrague, en principe. Et il y a des aspects collectifs, c'est-à-dire qu'en fonction du résultat de la bataille sur les cols ou sur les crêtes, il n'y a pas le même taux de mortalité dans les villages donc du vainqueur. L'autre influence, c'est-à-dire celle des esprits des morts, donc c'est plutôt les peuples des mégalithes, c'était des éleveurs et des agriculteurs. Donc on les trouve là où il y a des investiti, c'est-à-dire des parcours pour les troupeaux, et où il y a des meuneries. Hein. Et c'est le moment aussi, donc, dans le néolithique, où l'on sépare l'espace des vivants des espaces des morts. Donc il y a les esprits des morts qui sortent, et à certains moments de l'année, comme vous l'avez cité, ils deviennent plus agressifs. Ils s'approchent des maisons. Il faut donc leur mettre des tamis pour les occuper, etc. Alors, c'est au moment du Souléon, parce que autrefois, la fête des morts, c'était en plein été. Hein, donc, c'était comme pour les Maccabées, comme la fête des Maccabées qu'on retrouvera dans d'autres cultures. Donc le syncrétisme, si vous voulez, du Madzer qui prend la tête des troupes de mort, il ne me paraît pas évident. En ce qui concerne l'intervention de Madame, on se trouve très intéressant la démarche, d'analogique. Juste pour mention, il y a un mythe corse dans lequel on a la trace du mythe de Méduse, alors d'une façon détournée, parce que le groupe à laquelle appartient Méduse et ses deux sœurs, Méduse étant la seule mortelle
d'un groupe de trois monstres. Donc en fait, il y a 3 groupes. Il y a le groupe des nymphes qui va... et ces 3 groupes qui délimitent un territoire. Il y a le groupe des nymphes qui donnent les sandales de la Persée, les sandales magiques. Il y a le groupe des grès qui ont un œil et une dent commun, celle que Persée prend pour avoir la direction où se trouve Méduse. Et il y a donc le groupe de Méduse. C'est les 3 fonctions indo-européennes. L'aspect magico-religieux, ce sont les nymphes. L'aspect guerrier, c'est Méduse, puisqu'elle est tuée avec une épée et un bouclier. Et l'aspect donc productif, ce sont les grès. Le mythe, c'est celui du Contipat, dans lequel il y a 3 sorcières qui délimitent d'un territoire. S'agissant de Gilbert Paulette, je te remercie d'avoir expliqué comment donc il y a ce transitivisme qui est mis en place dans l'expérience de Lodge. Donc le transitivisme, comme tu l'as dit, donc c'est au moment où il y a la reconnaissance de l'image de soi par le bébé entre 6 et 18 mois. Il y a une espèce de circulation, indépendamment de l'image, des éprouvés corporels. C'est-à-dire qu'on se débarrasse sur l'autre de ce qu'on ne veut pas ressentir. On se débarrasse de son masochisme. Si vous allez au cinéma et que vous voyez l'acteur comique qui se casse la figure, dans la réalité, il a pu se faire très mal, mais la salerie. C'est-à-dire tout le monde se débarrasse de son masochisme. Voilà. Alors, le transitivisme, c'est un peu ça. Alors, il y a le regard d'envie qui rend malade, et après, la Signadore qui prend sur elle le mal et qui l'évacue par les orifices de son corps. Merci beaucoup. Alors, il n'y avait pas de questions, c'était commentaires donc, sur les interventions. Est-ce qu'il y a une question ? Merci. Alors, mon commentaire recoupe en fait vos interventions et l'intervention de monsieur aussi. En fait, j'ai été frappée par ce que Tony a raconté en ce qui concerne les 3 femmes de Cicre qui guérissent. Et en fait, cette histoire, enfin ce rituel présente vraiment une résonance et même une réversibilité avec le conte des Tredon et du Gabou malade. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de l'histoire d'un homme dans un village qui est très malade et on le dit mourant, donc il va certainement, il ne va pas survivre. Et tout le monde attend la mort, sauf sa tante, qui dit que non, qu'il faut absolument le sauver. Et elle se résout à aller chercher Tredon et Dugabou malade, donc les 3 femmes de la montagne malade. Et elle part. Et on lui dit non, c'est des sorcières, il ne faut pas y aller, elles sont dangereuses. Elle transgresse en fait cet interdit, elle part. Et là, les 3 femmes, immédiatement, dès qu'elle arrive, savent tout de suite pourquoi elle est là. Elles parlent les unes à la suite des autres et elles lui disent « Nous savons pourquoi tu es là. Tu viens parce que ton neveu est malade et sans notre intervention, il va mourir. » Les 3 femmes connaissent le passé, le présent, l'avenir. Elles parlent l'une à la suite de l'autre. Donc on reconnaît évidemment les 3 parcs, Cloto, Lachesis et Atropos. Et donc ce sont les sorcières, celles qui possèdent le sort, qui connaissent le destin. Et elles savent que l'homme est malade parce que sa fiancée lui a jeté le mauvais œil. Et elles savent qu'elles seules pourront le guérir. Donc elles disent à la tante, tu vas redescendre et tu vas retirer toute trace de fer de la maison. Et nous allons arriver, nous allons le guérir. Donc, c'est ce qu'elles font. Elles descendent au village, toute trace de fer a été ôtée de la maison et elles le guérissent. Et lorsque je parle de réversibilité, lorsque je parle vraiment de conte en miroir, dans ce que tu disais, Tony, en fait, on a 3 femmes dans notre réalité. 3 signadores, en tout cas 3 femmes qui, grâce au fer, grâce à un rituel dans lequel il y a du fer, guérissent. Donc, on parle de rituels apotropaïques. Ça y est, j'y suis. Et en plus, c'est important de bien le dire, parce que justement, dans apotropaïque, on a atropos, c'est-à-dire
Tropos, la dernière parque, c'est celle qu'on ne détourne pas. Donc, on a justement ici le fer, donc apotropaïque, merci, qui est cet élément-là qui rejoint en fait ce que fait Atropos, c'est-à-dire celle qui tue. Mais on a aussi une réversibilité dans l'histoire des parcs, parce que ce sont celles qui sont dépositaires du sort, celles qui donnent... Donc, Cloto, c'est celle qui qui tisse le fil de la vie. L'Achésis, le sort, la destinée, c'est celle qui le tend, la troisième. Atropos, celle qui coupe. Mais celle qui coupe, c'est aussi celle qui coupe le cordon ombilical. Donc on est vraiment dans le principe d'une maïeutique mortifère. Donc c'est celle qui donne à la fois la vie et la mort. Et donc là, on le voit dans cette histoire en miroir avec ce que tu expliquais. Donc ces trois femmes qui rendent la vie dans la réalité et celles dans le conte qui peuvent donner, elles, la vie et la mort. Et on a vraiment comme ça quelque chose qui est... donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait vos interventions donc, dans tout ce qu'a expliqué Jacqueline par rapport à l'œil, ce que tu disais par rapport à cette histoire-là. Et on retrouve ce qu'expliquait le docteur par rapport à l'envie ou la jalousie qui est au départ de l'histoire, c'est-à-dire la fiancée qui jette cet œil sur son fiancé, sur son amoureux. Et je rejoins ce que vous disiez, monsieur, encore à propos vous parlez des trois sorcières. Donc on va retrouver encore une fois dans plusieurs histoires les trois sorcières, les trois parcs qui reviennent régulièrement. Voilà, merci. Merci. D'autres interventions? Fabien? Non? Ah, c'est quoi? C'est pour dire que this is the end. Voilà. Alors, on va continuer la discussion dehors. Donc, je vais vous faire la traduction. Il va dire 2 mots pour saluer. Non, je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. Fabien, je te rends le micro. Bien, on s'excuse de vous presser un peu. On a fait un peu les maîtres du temps. C'est un rôle qui n'est pas très agréable, mais on a un timing à respecter malheureusement. Et on voulait vous dire simplement quelques mots avec Davia. Je prendrai la parole peut-être pour nous deux et tu compléteras après, peut-être pour dire 2-3 choses. On voit qu'il y a encore du monde dans la salle, donc merci et bravo à tous les courageux qui sont encore là au bout de ces 2 journées. Alors, on avait écrit sur le programme « Conclusion pour les organisateurs du colloque et mot de la fin ». Faire une conclusion ou des conclusions à partir de tout ce qui a été dit pendant ces 2 journées, parce qu'on a brassé quand même énormément de thématiques, de disciplines, etc. Moi, j'ai fait quelques comptes. Vous avez vu que moi, j'adore ces 20 minutes et je suis très à cheval sur les chiffres. Mais entre 2 communications, j'ai compté. On a quand même eu 17 communications, 2 entretiens, 3 vidéos, 2 performances, 4 langues. Et c'était important aussi. Et l'intervention en langue corse de Jacqueline Acquaviva nous a montré que l'intercompréhension pouvait aussi fonctionner. Pas moins de 30 personnes sont intervenues, plus les étudiants, plus les artistes, les traducteurs, les techniciens. Puis on a eu des sorcières aussi, des yanar et des signadores. On a eu des potions magiques, on a pris quelques notes, des talismans pour éloigner les moustiques notamment, très utiles étant de Porto Vecchio, c'est sûr. Et on voulait remercier évidemment tout le public, les collègues, les étudiants, les chercheurs, les curieux qui sont venus aussi, tous ceux qui sont intervenus avec des choses très, très pertinentes qui ont été dites, y compris pendant la discussion. Moi, pour ma part, c'est tout ce que j'avais à dire. Davia, peut-être tu peux compléter. Je te remercie aussi, Davia, du fond du cœur, parce que sans toi, rien n'aurait été possible. J'ai une pensée aussi pour Benjamin. J'ai beaucoup insisté là-dessus, mais sans Benjamin, rien n'aurait pu être possible. Voilà, je crois qu'on a réussi à faire rougir à peu près Benjamin, qui est toujours impassible et toujours très calme. Et merci évidemment à Eugène pour l'UMR, la directrice du CCU aussi pour l'utilisation de cette belle salle. La Flash également, etc. Voilà. Et Nicolas. Et Nicolas Fraise aussi, sans qui rien n'aurait été fait. Et tu veux remercier Nicolas Sorbe aussi, qui nous a fait rire aussi dernièrement. Ouais. Bon, mais voilà, et simplement pour vous dire 2 mots aussi, mais là même je m'associe à tout ce que Fabien a dit. Merci de votre présence, de nous faire l'honneur de votre présence. Merci aux intervenants, Corse et venus d'ailleurs, Italie, Espagne. Merci de la qualité de vos interventions. Bien sûr, ça fera l'objet d'une publication.
à venir. Donc, on va vous ressolliciter très bientôt et oui, le travail n'est pas terminé, pour pouvoir faire aboutir cet ouvrage. Et puis, tous ensemble, nous pouvons nous féliciter d'avoir mené ce colloque transdisciplinaire qui était une gageure. Voilà. À très bientôt.